Allez, donc, on va prendre la semaine qui arrive, toujours pareil, même concept. Après, on fera la psycho du marché et on va regarder les seuils que l'on peut prévoir dans cette semaine qui arrive. Une semaine qui va être fort intéressante. On démarre dès lundi, 15h45, PMI manufacturier. Alors, PMI manufacturier, on sait que l'économie américaine n'est pas une économie d'industrie. 75% du PIB américain est effectué sur le service. Mais reste que l'état de santé de l'économie américaine quand même questionne. Et donc, ils vont donner, prêter une attention quand même particulière à ce genre d'indice. On va avoir en suivant l'ISM manufacturier à 16h, qui lui va avoir encore plus d'importance que le PMI. Et on va avoir les dépenses de construction mélangées avec, donc qui vont quand même nous donner cette tendance à savoir ce que peut représenter l'économie américaine et comment elle se porte. Ce qui peut être sympa aussi à marquer, c'est 18h, le PCE de Dallas pour le mois de janvier. Donc là, c'est pareil, toujours dans l'idée de la révision du chiffre PCE. Et comme on sait que le PCE, c'est quand même l'indice préféré d'inflation préféré de la Fed, il y a un intérêt assez important. Et puis voilà, 19h, s'en suivra donc du coup le GDP d'Atlanta, la tendance en fait du PIB américain, et voir si justement après les statistiques que l'on a eues, on s'attend à une contraction, vous voyez, à moins 1,5%, donc on s'attend plutôt à une contraction, vous imaginez, du T1 américain. On est vraiment dans l'idée que on pourrait avoir une récession même économique sur le sol américain au premier trimestre. Mardi 4 mars, donc ça quand même, le GDP d'Atlanta là aura quand même son importance, parce que il faudrait idéalement qu'il ressorte plus proche de zéro que du moins 1,5 qui est attendu pour assurer le marché, parce que là c'est quand même craignos. Mardi 4 mars, on va avoir comme donc 14h55, vous allez voir, je crois que cette semaine, c'est un peu décalé, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, les statistiques. Donc, mardi 4 mars, les Redbook, les ventes au détail, bien qu'il n'y ait pas de mèche, c'est intéressant pour l'analyse et surtout la psychologie de marché. On va avoir en suivant 20h20, discours de Williams. Voilà. Et ça sera tout pour mardi. Donc mardi, petite journée en soi. Voilà. Mercredi, donc à 13h, on peut se le marquer toujours pareil dans une idée d'analyse, le taux hypothécaire 30 ans. Donc, hop, 13h, taux hypothécaire 30 ans. Toujours intéressant de voir. Demande des prix immobiliers, tac, tac, tac. Alors, et là, c'est là où on va commencer à avoir des stats intéressantes dès mercredi, puisque on va avoir donc les chiffres ADP à 14h15, les chiffres ADP des créations d'emplois non agricoles. Donc ça, c'est le deuxième mandat de la Fed, l'emploi. On va avoir 15h45, PMI Service. Donc là, PMI Service, grande importance sur les PMI Service, parce que on l'a vu dans les datas qui sont sorties sur la semaine dernière et sur la semaine avant, on a une contraction de l'économie américaine qui fait se poser des questions au marché, comme vous l'avez expliqué, Mélina, dans son travail des cartes dimanche dernier. On a quand même
des chiffres qui ressortent. Alors ça, c'est tout un peu le paradoxe du marché, c'est-à-dire que la Fed veut un ralentissement de l'économie, mais quand on a le ralentissement de l'économie, ça commence à inquiéter. Alors ça commence à inquiéter, il fallait surtout pas qu'on ait un mauvais cocktail, on le regardera avec le PCE. Heureusement, il n'est pas tombé du mauvais côté. Reste que la contraction est tellement forte qu'elle en devient inquiétante. D'accord? Donc ça, quand même, le PMI service du mois de février va avoir une très grosse importance et donc c'est ça qui va dicter un petit peu la journée. S'il peut aller dans le même sens que les créations d'emplois, donc si les créations d'emplois peuvent ralentir et le PMI service se redresser un petit peu, ce serait parfait parce que on va pouvoir le regarder. Alors, je ne sais pas si, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est que février, là, peut-être. Et oui, parce que là, il te montre que février, c'est idiot. N'importe quoi. Bon, on le regardera différemment. Donc voilà, donc il y a quand même une indice PMI non manufacturier. Hop. Ouais, c'est pareil, c'est février aussi, je pense. Ah non. Voilà. Donc, il va falloir faire attention à cette statistique qui, quand même, sur le mois de janvier, vous voyez, était attendue quand même aussi déjà en contraction sur le mois de janvier. Et là, on va avoir l'ISM, l'ISM non manufacturier de l'indice PMI. Donc, ça va être pareil, c'est un institut de sondage, hein, alors que le PMI, c'est des chiffres. Donc, on sait toujours que pour vous, en gros, pour faire simple, tout ce qui est ISM est normalement moins puissant que quand on a vraiment le PMI, comme ça, parce que ça va être la statistique officielle retenue par le gouvernement, on va dire, hein, et l'ISM, ça va être la statistique de l'Institut de sondage. Donc l'Institut de sondage, normalement, il nous donne une tendance de ce que pourra être le prochain PMI sur le marché. Donc là, on aura quand même une grosse journée. On va avoir donc le PMI service 15h45, donc ce mercredi. On a déjà marqué 14h15 création d'emplois non agricoles, 15h45 PMI des services. Et donc, dans la même bougie, on va avoir... ah non, pardon. Et donc à 16h en suivant, on va voir les commandes de biens durables et l'ISM non manufacturier, l'indice PMI non manufacturé. Voilà, dans la même bougie, on va avoir un petit peu des commandes à l'industrie, donc voir le comportement, on va dire, des commandes de longue durée, hein, parce que si vous voulez, quand on parle de commandes à l'industrie, vous voyez, hors transport, là, on parle de gros matériel, on parle de machinerie, on parle ça peut être voilà, un cabinet de kiné qui achète une machine, on peut parler de commandes de machines à laver, ça inclut, vous voyez, c'est large, quoi. C'est tout ce qui va être produit, consommable, mais long terme, pas consommable instantané. Hein, donc, bien sûr, du coup, on va exclure tout ce qui est alimentation, énergie, services, etc. Donc là, on va être hors transport, c'est-à-dire que là, c'est pas des voitures, c'est pas du bus, c'est pas du... Voilà, ça peut être des armes à feu, ça peut être enfin voilà, ça peut être vraiment complètement varié au niveau des sociétés. Et c'est des besoins que peut avoir du coup les entreprises. Et les entreprises, si elles ont des besoins de consommation durable, de commandes durables, bien souvent, eh ben, c'est bien durable, c'est parce que elles ont de la demande en face. S'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de prise de position sur des grosses commandes ou sur des grosses machines ou produits durables par les entreprises, ce qui semble assez logique. Voilà, donc du coup, 15h45, PMI service, 16h, on va mettre indice ISM PMI, non manufacturier. Et ajouter à ça, donc, les commandes à l'industrie. Et là, on va continuer à dérouler parce que mercredi, c'est une très grosse journée et on va avoir le beige book, donc le beige book de la Fed, où là, le beige book, on va retrouver
dans le livre, dans le beige book de la Fed, les tendances Fed par Fed séparées, hein, donc en disant, ben voilà, nous, à la Fed de Dallas, voilà ce qu'on retient, voilà quel est l'indice PMI de la Fed de Dallas, voilà quel est le ressenti des consommateurs, voilà ce que l'on attend en termes d'inflation, etc., etc. Donc là, c'est là où chaque membre du FOMC, chaque membre représentant de sa fédération, de sa banque fédérale, a le moment de mise en lumière pour pouvoir en fait tout simplement expliquer qu'est-ce qui se passe sur sa Fed à lui, donc sur un plus petit échelon. C'est un bilan, c'est ça? C'est un bilan, mais par Fed, par banque fédérale. Et donc, forcément, ça nous donne une tendance de ce que va peut-être être la position générale de la Fed, puisqu'on se doute qu'ils prennent des décisions tous de manière collégiale, sauf que si le mec, chez lui, il y a de l'inflation, il y a du chômage qui se crée je sais pas, je vais vous dire, qui se crée par exemple plus fort que prévu, il y a moins de consommation que prévu et il y a, comme je vous dis, donc de l'inflation, ben, peut-être il ne va pas être chaud de baisser les taux ou à l'inverse, il peut dire c'est le moment de baisser les taux parce que je ne veux pas prendre le risque de lutter. Donc là, voilà, ça nous donne déjà des tendances de position par Fed, par fédération. Donc ça peut un petit peu aiguiller le marché avant la prochaine réunion qui sera donc le 19 mars. Hein, donc il ne nous reste plus énormément de temps. On sera 2 semaines avant la prochaine réunion de la Fed. OK. Jeudi, ben, comme d'habitude, 14h30, on aura donc les inscriptions au chômage que l'on voit sont quand même, vous allez voir après, on va le regarder, on va s'y attendre s'y attarder un petit peu. On était sur des inscriptions au chômage qui restaient dans un consensus jusqu'à maintenant, hein, regardez, puisqu'on avait 220 000. 220 000, c'est bas, c'est plutôt relativement bas. Alors attendez, parce que là, il n'y a pas d'intérêt d'être sur la période du Covid. Donc, vous voyez, 220, on est plutôt sur la tranche 200-220, on serait plutôt sur une tranche basse, hein, si on devait prendre là depuis 2023. OK, on n'est pas sur des 260 qui pourraient justifier peut-être des mises en place de la part de la Fed. Donc ça, la Fed, elle peut l'accepter, elle peut accepter du 220, 240, elle peut accepter des montées. On voit que donc la semaine dernière, il a été publié 242. On a eu quand même un gros écart en fait entre le 220 de la semaine avant et le 242. Donc ça, Mélina, vous en avez parlé quand elle a fait son travail des cartes, c'est que ce 222, il a été un bon ressenti au milieu de mauvaises nouvelles économiques. C'est-à-dire qu'on avait des mauvaises nouvelles économiques, on a eu, vous voyez, un petit redressement, on va dire un petit rebond des inscriptions au chômage, puisqu'on était à 214, donc on revenait plus proche des 200, hein, on était sur, du coup, avec la révision, vous voyez, révision 213, donc on était sur une dynamique où on avait moins d'inscriptions au chômage que prévu, et donc c'était pour la Fed pas un signe d'amélioration d'amélioration du ralentissement de la création d'emplois. Et donc, du coup, ce chiffre-là qui revenait à 220, qui sortait en légère hausse, mais sans être non plus dans quelque chose qui s'emballait trop rapidement, amener du positif au milieu de ces nouvelles un petit peu, on va dire, avec en se demandant un petit peu dans quel sens on devait les interpréter. Donc là, on a eu d'un seul coup un rebond. Vous voyez, on est passé par contre de 220 à 242 d'un seul coup. Boum, on a eu cet effet-là de rebond. Est-ce que, vous voyez, ça va être comme en décembre, la PAM une seule fois et après on va retomber vers les 220,
ou est-ce qu'on va refaire une autre mèche proche des 240? Ça va être la question, et comment peut l'interpréter le marché, ça va être à double tranchant. Donc vous voyez qu'on a un prévisionnel à 200, autour des 240. Le marché, je pense, si on est autour des 240, va pouvoir se dire, ça y est, on vient toucher peut-être plus des points hauts au niveau de l'emploi, et on peut peut-être créer un range entre 260 et 240 plutôt que ce que l'on est entre 200 et 220. Et donc, ça serait plutôt favorable à la Fed dans sa prise de décision. Ça, c'est à aujourd'hui ce que le marché aurait pensé ces derniers temps s'il y a encore 3-4 semaines de ça. Là, j'ai un petit doute selon ce qui peut ressortir sur le reste des statistiques, parce qu'on sent qu'il y a quand même un risk-off sur le marché. Donc, le risk-off, c'est le fait de quand même sortir un petit peu du marché, parce qu'il y a un questionnement général sur l'état, sur qu'est-ce que ces mauvaises statistiques américaines cumulées donnent ou donneront comme résultat final. Voilà. Et donc, est-ce que vraiment ça pourra être interprété comme le marché l'aurait interprété il y a encore 3-4 semaines? On le verra. Voilà. En tout cas, ils l'attendent encore plus proche des 240 que des 220, qui a été plutôt un plateau haut. Vous voyez, le 220, il était plutôt le haut de la tranche, là, le 220, et maintenant, il deviendrait donc du coup le bas de la tranche. Donc, ensuite, qu'est-ce que l'on aura? Qu'est-ce qu'on aura le jeudi? Pas beaucoup de T-bills, 19h, donc pareil, fête d'Atlanta. Alors oui, ça va être intéressant, coût unitaire de la main-d'œuvre, 14h30. 14h30, on va se le marquer. Hop, vous me direz, c'est avec le chômage, mais 14h30, coût unitaire de la main-d'œuvre. Voilà. On va avoir, tac, donc 19h, on a dit GDP Atlanta. Et ensuite, 21h30, discours Waller. Et voilà. C'est quoi Fed Balance Fed Balance Sheet, ça c'est la publication c'est ce dont je vous ai parlé la dernière fois là, de liquidité. Merde, comment on appelle ça en français, du bilan en fait de la Fed, le bilan de la Fed, la dette qu'ils ont et le taux d'exposition qu'ils ont, en fait, ce qu'ils ont investi. D'accord, merci. Donc là, ils ont un bilan à 6 766 milliards de dollars, et qui est en baisse. Normalement, le balance sheet de la Fed, vous voyez, il est continuellement en baisse là, depuis 2023. Il fait que baisser. Donc, ils ont un objectif de continuer à le baisser, bien sûr. D'accord. Plus c'est bas, mieux c'est. Alors, plus c'est bas, mieux c'est. Plus c'est bas, plus ça veut dire que la Fed ne réinjecte pas. D'accord. Plus c'est bas, mieux c'est. Un économiste, si tu te diras oui, parce que plus c'est bas, mieux c'est, plus ça veut dire que la Fed n'a pas besoin d'injecter d'argent. Et que donc, du coup, ça veut dire que c'est l'économie qui génère cet argent qu'elle n'a pas injecté. On est d'accord. Donc, comme un pays, quand il s'endette pour faire tourner la boutique, quoi, comme on dit. Donc, moins ils ont besoin d'injecter. Vous voyez, on était quand même à 8 milliards 6, on arrive à 6 milliards 6, on a gagné, 600 milliards, 8700 milliards. Et là, on est déjà à 6700 milliards. Donc, on a gagné 2000 milliards. Donc, c'est quand même pas mal. C'est bon.
Alors, le vendredi, on aura des discours, mais marché fermé. 7 mars. Donc, dans les discours, 14h30, pardon, on aura le salaire moyen qui va être très important, hein, toujours dans la même dynamique inflationniste. La durée hebdo du travail, on s'en fout. Création d'emplois du secteur non agricole, on va pouvoir se le marquer aussi. Ça va être des rapports sur le chômage. Vous voyez, le taux de chômage du mois de février qui va être publié. Alors, donc ça, on va pouvoir se le marquer aussi. 14h30, taux de chômage. « 16h15, Bowman. 16h15, discours Bowman. 16h45, discours Williams. Et 18h30, discours de Powell. Donc, on va aller voir ce dont il s'agit parce que c'est assez surprenant qu'il parle à ce moment-là. 19h, Kugler. 19h. Et voilà. Est-ce qu'il ne serait pas sur une réunion pour parler autant, tous là? On va aller voir notre ami. 19h, c'était qui? Kugler, c'est ça? C'est ça. Merci. Alors, il est où l'agenda à chaque fois? Hop. On a dit qu'on serait le 7 mars. Mars. Powell. Puis, hop. Ah mais non, là c'est pour retrouver ce qu'ils ont déjà dit, je suis bête moi. Hop, News Event Calendar, voilà, Calendar, hop, 7 mars, hop, 7 mars, où c'est qui nous parle? Powell, Economic Outlook à l'université de Chicago. Donc oui, quand même, ça comptera quand même. Bon, il parlera entre midi et 2. Ce ne sera pas un gros mouvement, hein, puisqu'il va parler plutôt dans une université, donc ça ne devrait pas être lié à la politique interne du pays, mais bon, vous pouvez toujours se prémunir. Donc voilà. On est bon. Okay. On est bon. Alors, on va revenir sur la semaine qui vient de passer. Parce que, alors, au milieu de tout ça, on va avoir quoi? On va avoir, hop, la semaine qui vient de passer. Donc, si vous voulez, ce qui nous intéressait le plus la semaine dernière, c'était les résultats d'NVIDIA. Et les résultats d'NVIDIA, déjà, qui sont arrivés plus tôt dans la semaine, qui sont arrivés le mercredi soir. Résultats d'NVIDIA qui sortent bons, mais qui sortent en dessous des attentes. C'est-à-dire que tout simplement NVIDIA commence un petit peu aussi à s'essouffler. Attention, on va mettre entre guillemets s'essouffler, hein, parce que c'est juste que le marché peut-être est aussi dans une petite exagération de ce qu'il peut attendre d'NVIDIA. Hein, okay. Donc le marché, si vous voulez, a été gavé par NVIDIA de résultats avec une croissance à 3 chiffres. Et là, comme ils font sur un deuxième trimestre d'affilée une croissance, excusez du peu, de seulement 2 chiffres, proche du 3 chiffres, du coup, il y a une sanction de la part du marché. Et si on regarde NVIDIA, le stock value d'NVIDIA, vous allez voir que voilà, sur la semaine, ils perdent 8,80%. La publication de l'inflation les a bien fait rebondir. Alors,
pourquoi aussi on peut avoir cette difficulté de la part d'NVIDIA et qui ferait que aussi on ait un transfert, on va dire, sur le marché de l'IA. NVIDIA, c'est quoi? C'est le pionnier de l'intelligence artificielle, notamment de ces micropuces qui calculent les réponses rapides. En fait, c'est pour que tout simplement, quand vous parliez à ChatGPT et que vous lui dites fais-moi une lettre, machin truc, ou que vous ayez un discours, une discussion plus avancée avec lui sur quelque chose de philosophique, peu importe du sujet que vous avez envie de parler, il calcule rapidement, que ce soit pas, je lui pose la question, et puis comme à l'époque quand on était en 56K, je reviens plus tard, le temps qu'il ait chargé la réponse. Donc nous, à notre échelle, c'est ça, mais à l'échelle de ce que va être vraiment le but de l'intelligence artificielle, c'est que tout simplement on puisse équiper des machines qui soient des machines médicales, qui soient des machines qui vont vraiment changer le cours de notre vie, et que voilà, qu'on ait une machine qui puisse à un moment donné analyser un corps, détecter une maladie avant qu'elle ait lieu, venir aider, trouver et analyser des situations alors qu'un humain peut-être devrait mettre des semaines ou des mois avant de pouvoir traiter ça, et qu'elle puisse rapidement, le plus rapidement possible, calculer ça. Donc ça, en gros, c'est l'enjeu d'NVIDIA. Et qu'est-ce qui impacte aussi NVIDIA? C'est que on a en face la Chine qui se met à exporter les puces, les micro-puces donc, que font les Américains et notamment NVIDIA. Et les Chinois sont très réputés pour être de très bons copieurs. Et donc, propose déjà un service d'intelligence artificielle avancé et qui permet avec DeepSeek de pouvoir produire, ils nous ont annoncé cette semaine, 5 fois moins cher que ce que produit NVIDIA. Donc imaginez, ça veut dire qu'on est capable de générer une intelligence artificielle. Il y a de l'investissement qui se fait de manière colossale de la part des entreprises. Pour vous donner idée, Apple a lancé, a communiqué sur un investissement dans l'IA, pour performer au niveau de tous ces téléphones et de tous ces appareils Apple. Ils vont investir sur 3 ans 500 milliards de dollars. Ah ouais, quand même. Donc, pour vous donner idée, je crois que la France prévoit d'investir sur les 3 ou 4 prochaines années 300 millions d'euros. Donc, je crois que c'est ça, 300 millions d'euros. Et c'est même pas comme Adair dans Stanbury, elle dit donc, du coup, ça c'est pour si on a Apple qui prévoit d'investir 500 milliards sur 3 ans, et que les Chinois font 5 fois moins cher, comment on fait? Ça veut dire que, est-ce que à un moment donné, les entreprises chinoises qui font des investissements tels que Apple, ou tels que si Alibaba, par exemple, se met à faire de tels investissements, enfin des grosses écuries, on va dire, des grosses capitalisations boursières chinoises, il en existe. Il y en a comme Huawei, quand il y avait fait l'iPhone et tout ça. Si ils envoient et qu'ils arrivent à produire avec 5 fois moins cher, c'est-à-dire que ces entreprises américaines qui auront balancé des 500 milliards ou des plusieurs centaines de milliards, où est-ce qu'elles seront au bout du compte? Est-ce qu'elles seront à la queue du peloton? Est-ce qu'elles seront au milieu? Ou est-ce qu'elles seront devant? Si on fait tout ça pour être même ne serait-ce qu'au milieu du peloton, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Donc, il y a quand même ce questionnement qui est arrivé. Et ce questionnement qui est arrivé, il est venu forcément peser, rajouter de la pression sur les marchés. C'est aussi pour ça qu'on a ce petit recul, on va dire, sur les marchés.
Effectivement, reste, comme dit Steven, à savoir quelle va être la qualité finale de l'IA, notamment de ces pays-là. Surtout, pourquoi? Parce que, est-ce que finalement, moi du moins, le principal risque que je vois pour eux face à l'IA, c'est qu'il va falloir accepter la manière dont ça va être utilisé. Donc, utiliser pour nous le tout un chacun, c'est pouvoir aller parler avec ChatGPT et lui dire est-ce que tu penses que. Rappelez-vous, hein, au début, quand c'est sorti, il avait des propos, il pouvait avoir des propos racistes, il pouvait avoir des propos difficiles, hein, ça a été canalisé. Comment on gère ça? Comment on gère ça dans un pays comme la Chine? Est-ce qu'on aura le droit de poser des questions sur qu'est-ce que c'est la démocratie? Est-ce qu'on aura le droit de poser des questions sur qu'est-ce qu'on pense réellement de Xi Jinping? Est-ce que tout ça pourra être remis réellement en question et avoir un dialogue avec l'IA à ce niveau-là? Et donc ouvrir un petit peu aussi des boîtes de Pandore qu'on ne veut pas trop ouvrir dans ces pays-là, c'est aussi un risque. C'est aussi un risque pour eux parce qu'il faut se dire que oui, l'IA, l'avancée technologique, elle est énorme pour tout ce qui va être le changement, que ce soit niveau santé, que ce soit niveau évolution technique, changer de métier. Hein. Il y a énormément de personnes qui ne se rendent pas compte que le métier est voué à disparaître grâce à l'IA. Mais pour nous, le tout un chacun, la première chose qu'on va faire, si je vous donne l'accès à ChatGPT demain, vous n'allez pas lui dire tiens, lis-moi mon bilan sanguin. Vous allez lui poser des questions à la con, quoi. Et donc, du coup, ces questions à la con, les 1,4 milliard de Chinois, ils vont faire la même chose que nous. Hein. Ils sont humains aussi. Donc, s'ils commencent à parler juste de choses comme ça, comment on le gère? Voilà, ça va être un petit peu aussi la question. Est-ce que vraiment le régime est prêt à basculer et à s'ouvrir ou pas, juste pour dire d'être pionnier? Ça aussi, ça va être une question. Reste que ça, c'est des questions géopolitiques et que ces questions-là, pourquoi on peut se les poser aussi? C'est parce que on a au pouvoir des États-Unis d'Amérique quelqu'un qui nous fait un peu des siennes toute la semaine, comme il a eu fait en 2022. Et donc, du coup, Nvidia, même sanctionné par les résultats, donc qui projettent pas forcément des meilleurs résultats pour le trimestre, le T1 américain, reste dans la même dynamique que les autres entreprises américaines. Pourquoi? Parce que on a quand même Trump qui a annoncé que dès mardi, rentreront en application les droits de douane annoncés, donc sur le Canada, 25%, sur le Mexique, 25%, et sur la Chine, un petit bonus, donc il nous avait annoncé 10%, et puis qui dit mieux, il a rajouté 10% de plus, on sera sur du 20% sur les produits chinois. Voilà, donc on passe de 10 à 20% sur les produits chinois comme ça, d'une semaine sur l'autre. Donc oui, effectivement, le marché, ça lui fait se poser un peu des questions. Hein. 25% pour les produits européens aussi, on n'y échappe pas. Hein. Ne pensons pas qu'on va échapper à tout ça. Et après, il y a en plus un audit interne qui est fait pour avoir sur les autres pays une mise en place de corrélation entre les droits de douane de chaque pays. Donc, en gros, si j'exporte dans tel pays, chez eux, ils pratiquent, je vous dis n'importe quoi, 15%, les États-Unis aussi pratiqueront la même somme. Donc, ça a été annoncé pour mardi, donc c'est dans 2 jours. Il nous avait donné du répit, puisque quand c'était sorti, souvenez-vous, il avait eu après au téléphone le Mexique, ou la dirigeante qui avait mis des militaires à la frontière, et il avait dit je laisse 30 jours de répit. Pareil au Canada, il avait dit je laisse 30 jours de répit. Là, pour l'instant, il a annoncé ça jeudi dans une conférence de presse, et depuis, il n'a rien annoncé d'autre. Donc, est-ce que vraiment on va attendre mardi, comme la dernière fois, ou lundi, dernier délai, pour pouvoir dire on repousse à nouveau? Ou est-ce que cette fois-ci, ça va vraiment être mis en place? Ça va être la grande question. Si en tout cas, c'est mis en place et gardé tel quel pendant un certain temps,
ça risque donc, de redynamiser l'inflation, forcément, puisque les entreprises n'ayant pas des résultats au beau fixe, ils ne peuvent pas se permettre d'absorber, eux, le prix des droits de douane qui augmentent, parce que en fait, il n'y a pas 36 solutions. Soit quand on a des droits de douane qui montent, l'entreprise dit on ne veut pas le réimpacter aux consommateurs et donc on va venir rogner nos marges. Soit l'entreprise, elle dit nous, on ne peut pas le payer, donc c'est le consommateur final qui doit le payer. Et donc, s'ils ont une projection de résultats moins bons qu'attendus sur le premier trimestre 2025, ils auront peut-être moins envie de dire on va absorber le coût de cette inflation de droits de douane que s'ils avaient une bonne projection et qu'ils étaient plutôt favorables dans une dynamique positive. Donc, ce cumul de petites mauvaises nouvelles en termes de chiffres de la part des entreprises fait que le marché se pose des questions sur comment peut évoluer l'économie américaine. Et on voit qu'effectivement, tous les chiffres, vous voyez, tous les chiffres qui sortent confirment ce ralentissement. Donc, en janvier, commande des biens durables et le corps, donc le cœur de ces biens durables, voilà, on est passé de attendu 0,2, précédent 0,1 à 0, pile. Donc là, vous voyez, on va avoir le chiffre de février, jeudi prochain. Voilà, ça c'est ce que nous, on s'est marqué. On va avoir le PCE. Alors, le PCE Core, il est sorti, lui, plutôt de manière positive. On va avoir un ralentissement donc, du PIB des ventes. Vous voyez, on était à 3%, 3,3, on est à 3,2. On va avoir surtout donc, ce chômage qui rebondit assez fortement. Et c'est la confiance des consommateurs que je vous cherchais, mais je crois que c'était mardi qu'elle a été publiée. Voilà, la confiance des consommateurs, qui était à 105,3 précédemment. Elle était attendue en repli, mais toujours au-dessus de 100. Donc, vous savez que quand on est sur des publications de résultats comme ça, avec un chiffre qui est exprimé sur 100, ça veut dire que si on est au-dessus de 100, c'est un peu comme les PMI, si on est au-dessus de 50, donc là, c'est si on est au-dessus de 100, on est confiant, si on est en dessous de 100, on est plutôt pessimiste. Donc, si là, non, c'est pas ton casque qui a un problème, c'est qu'on a un gros énergumène qui ronfle. J'enlève le son, pardon. Là, on l'entend plus. Donc, du coup, là, on a cette confiance des consommateurs qui sort et qui, elle, ça faisait, on va le regarder, tiens, d'ailleurs, je crois que je regardais tout à l'heure, je crois que c'est depuis 2018, je crois. Voilà, regardez, là, depuis le Covid, regardez, depuis le Covid, on n'avait pas eu une publication, finalement, qui était, donc, depuis mars 2021, on n'avait pas eu une publication qui était en dessous de 100, là, 2022. Donc, ça, c'était dans des moments de ralentissement et de questionnement. Donc, là, alors qu'on est sur une bonne dynamique au niveau de la confiance des consommateurs depuis quand même maintenant plusieurs mois, plusieurs trimestres, et c'est ce qui presque même faisait se questionner. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on disait la Fed peut ne pas baisser ses taux à l'époque parce que le consommateur garde confiance d'un dynamisme positif et d'un PMI qui est élevé, quand le PMI, lui, était bien au-dessus de 50, vers les 59 même à un moment, on se disait, est-ce que vraiment la Fed a un intérêt à baisser ses taux de manière forte à 0,50% ou d'avoir 3 baisses de taux avant la fin de l'année, alors que l'économie américaine montre que des signes positifs et d'allant économique et de dynamisme économique. Et là, à l'inverse, heureusement qu'ils l'ont fait, parce qu'à l'inverse, là,
l'économie nous montre que des signes négatifs et de ralentissement assez fort de l'économie. Et donc, c'est ce qu'ils voulaient, ils ont ce qu'ils voulaient, mais qu'est-ce qui fait que ça baisse pas, ça baisse alors que justement ils ont ce qu'ils voulaient? Ça va être essentiellement ça. C'est que vous allez prendre, vous voyez ici, on va prendre les adjudications 3 mois. On était à 4,22, on passe à 4,19. 6 mois, on était à 4,22, on passe à 4,18. 2 ans, on était à 4,21, on passe à 4,16. Si on prend 5 ans, on était à 4,33, on passe à 4,12. Tous les taux baissent. Vous voyez? 7 ans, on était à 4,45, on passe à 4,19. Vous voyez? Là, tac, tac, tac. Est-ce qu'on en a eu d'autres la semaine dernière? Voilà. Donc ça, si je prends même le 10 ans américain, peut-être que là, je vais pouvoir prendre si je prends le 10 ans, vous voyez, hop, on va prendre Investing toujours. Voilà le 10 ans. Vous voyez le 10 ans américain? Qu'est-ce qu'il nous propose? Hop, en daily, on va prendre 5 minutes même. Voyez la mèche, là, le 28 à 21h55. Vous voyez? 4,19. OK. On avait démarré, si on prend en 1 heure, vous voyez, la semaine dernière, on était du 24 au 28. Donc, si je prends le 24, on a démarré la semaine à 4,40, on finit la semaine à 4,20. 4,20. On avait, si on prend sur 2 semaines, on avait démarré la semaine, donc, puisque quand moi je suis parti, c'était le 17, pardon. Donc, le 17, voilà, on a un pic à 4,56, on est à 4,20. Donc, tous les taux sont en chute libre. Voilà, tous les taux sont en chute libre. Voyez. Et pourquoi on a tous ces taux qui sont en chute libre? Ça veut dire quoi? Comment on doit l'interpréter? Le 30 ans, 6,93, 6,88. Voyez. Comment on doit interpréter que ces taux baissent? Si normalement les taux baissent, on devrait se dire c'est favorable. C'est favorable pour que le taux directeur de la banque fédérale américaine puisse baisser. Parce que comme justement on a ces taux où on va venir prêter de l'argent à l'État américain. Hein. Là, c'est ça dont on parle comme taux. On ne parle pas des taux directeurs de création de monnaie. On parle de l'État américain qui s'endette auprès du particulier ou de l'investisseur. Puisque c'est comme ça qu'on crée aussi de l'économie, du moins du dynamisme économique. Si ces taux baissent, et que les actions baissent, c'est pas, entre guillemets, si on peut... normalement, ce n'est pas le schéma qui est logique, si on peut dire. D'accord? Oui, ça arrive souvent. C'est pour ça, attention, quand je dis logique. Mais là, ce n'était plus le schéma que l'on avait depuis quelque temps. Pourquoi on n'avait plus ce schéma-là depuis quelque temps? Parce que, en fait, on se disait, OK, et je vous en avais parlé une fois, souvenez-vous, on disait, si je peux prêter à l'économie américaine, au gouvernement, à l'Amérique, sur 7 ans à 4,45 par an. Vous voyez, je vais vouloir que mes actions, vu que je prends un risque, me rapportent beaucoup plus. Parce que si c'est pour avoir la même chose sur les marchés, autant que j'ai plus confiance de prêter aux Américains, à l'économie américaine. Donc, si ce taux il baisse, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui sont prêtes à donner au marché américain, à l'économie américaine. On est d'accord? Ça veut dire qu'il y a plus de monde puisqu'on est sur une économie, comme toute économie, où c'est l'offre et la demande qui font le prix. Plus on a de personnes qui sont possibles, qui sont demandeurs de prêter l'argent à l'économie américaine, moins l'économie américaine a besoin d'emprunter à un taux élevé.
Hein, jusque-là, est-ce que tout le monde comprend là, ce que je veux dire? Ça semble logique. Ouais, Si ouais, on c'est est, OK. si on est 100 à vouloir prêter à l'économie américaine, forcément, Oui. ben, on a plus de chances qu'il y ait quelqu'un qui dise bon, ben, allez, c'est bon, moi, à 4,19, j'y vais, que si on est 10. Hein. Donc voilà. Donc là, en fait, ces taux, ils baissent parce que ça veut dire qu'il y a plus de monde qui est favorable à lui prêter. Et les marchés financiers, les marchés, le Nasdaq notamment, enfin tous les autres d'ailleurs, baissent. Donc ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle un risk off, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui retirent l'argent des actions pour, donc, du marché risqué pour aller vers le marché sécurisé. D'accord? Alors que jusqu'à maintenant, on voyait un autre prisme où en fait le marché quand le marché action baissait, c'était parce que les taux montaient et on se disait ben, pourquoi je vais prendre le risque d'aller chercher sur les marchés des actions qui coûtent déjà assez cher, alors que je peux quelque part, c'était effrayant d'aller prêter à l'économie américaine à un taux élevé parce qu'on se disait, ben, quand même, ce taux-là, il est intéressant. Voilà. Donc, ça tirait vers le haut les marchés, les bons du trésor, ça les faisait monter parce qu'il n'y avait pas non plus énormément de monde puisque le marché restait quand même élevé. Donc, on avait ce juste équilibre. Maintenant, on a un risk-off, donc c'est-à-dire qu'on a les personnes qui quittent le marché d'actions parce qu'ils trouvent ça trop risqué et ils vont tous prêter aux Américains, à l'économie américaine, et donc ils tirent les taux vers le bas. Donc ça, c'est bien, parce que pour l'économie américaine, c'est plutôt positif, d'accord, puisque forcément, ils vont avoir moins d'endettement, ça c'est bien, mais ça signifie aussi qu'il y a une inquiétude par rapport au comportement, par rapport au marché, aux possibilités de marché et aux possibilités de résultats des entreprises, d'accord. Et souvent, cette inquiétude, ce qu'elle peut générer, ça va être un deuxième effet qui se coule, et c'est surtout là où il ne faut pas qu'on bascule, ça va être dans la peur. Et cette peur, si les signaux continuent, et donc si on va aller le voir, le PCE était sorti en hausse, alors donc si on avait eu de l'inflation au milieu de ces mauvais résultats économiques, là, ça aurait été dramatique, entre guillemets, enfin dramatique, ou du moins ça aurait été dangereux, ça aurait été assez risqué, parce que ce qui se serait passé, c'est que on peut aussi avoir à un moment donné une perte de confiance dans l'économie américaine. Et donc, si on a perte de confiance dans l'économie américaine et perte de confiance dans le revenu que peut générer les actions, il va où l'argent? Il n'est ni d'un côté ni de l'autre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que les taux vont s'enflammer, vont remonter d'un seul coup, ok, et que les actions, elles, vont chuter d'un seul coup. Donc, là, ça, c'est le pire des scénarios, puisque c'est ce qui coûterait cher pour l'économie de relancer la machine. Et en même temps, les sociétés, elles, pour s'endetter, devraient aussi payer cher, puisque de toute façon, si elles veulent à un moment donné s'endetter, elles sont obligées de faire appel à du crédit. Et si elles prennent des sell-off dans la gueule et qu'elles ont des encours à payer, peut-être elles sont obligées de souscrire des crédits. Et donc, ça peut devenir un cercle vicieux. Hein. Donc, il ne faut surtout pas qu'on bascule là-dessus. Et c'était tout l'enjeu un petit peu de ce PCE Core qui devait confirmer qu'on avait un ralentissement de la part de l'inflation. Ouf, j'ai envie de dire vraiment ouf, sur cette inflation, elle est sortie dans le bon sens. Et ce qui va être intéressant à regarder, c'est que sur ce prix du PCE, on voit, hein, on a eu des plateaux, donc on a eu des seuils comme ça, que l'on a eu du mal à percer, hein, un peu comme, de toute façon, ça se comporte souvent comme le marché. Hein, et après, poum, on a réussi à le casser. Puis après, on a fait une forme de plateau et on avait tendance à remonter un petit peu. Vous voyez, on avait eu le creux là, on avait fait un plus bas,
une phase d'accumulation, et de cette phase d'accumulation, on commençait peut-être à sortir plutôt par le haut. C'était la peur que l'on avait. Et là, boum, on a ce seuil. D'accord? Alors, ce boom, il est bon, il fait du bien au moral surtout, mais il est loin d'être victorieux. Il est loin d'être encore cassé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cassé le point bas. On est allé sur le point bas. Okay, là, vous voyez qu'on est exactement sur la même zone ici. D'accord? Donc, on était sur ces seuils-là, vous voyez, 2,6, 2,6, 2,6. Et là, on est venu à 2,6. D'accord? Donc, on est revenu taper le point bas. Okay? On n'est pas allé plus bas que le point bas. Et donc là, tout l'enjeu, ça va être ça pour la Fed. Soit on est dans un marché où ce ralentissement, tous ces ralentissements que l'on voit nous permettent de franchir enfin ce seuil des 2,6 et que ce seuil des 2,6 devient le point haut et qu'on prenne la direction du 2. Hein, et je rappelle que les 2%, c'est le target de la Fed depuis maintenant l'épisode Covid. Donc, soit on vient chercher ce fameux 2%, et là, la prochaine publication montre encore un signe de baisse, pourquoi pas à 2,5, 2,4, qui serait le plus bas atteint depuis la période Covid, hein, depuis maintenant plusieurs années, parce que ça passe très vite. Hein, vous voyez, regardez là, on était la dernière fois qu'on avait en dessous de 2, on était au avril 2021, donc on est déjà à 4 ans. Donc soit d'ici là, on revient sur un seuil où on arrive à franchir ce 2,5, soit si ça rebondit, ça va pas être encourageant. Et ce qui est un peu dommage, un peu embêtant, c'est qu'au milieu de ces enjeux économiques importants, on a un blondinet qui nous fait la pluie et le beau temps, et qui, lui, a décidé que c'était le moment de faire la guerre commerciale au reste du monde, alors que je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment pour l'économie américaine. Donc, le marché, c'est de ça qui s'inquiète. Autant le marché, si Trump avait été au pouvoir il y a un an de ça, pile poil, il aurait été beaucoup moins inquiet de tout ça, parce que clairement, il aurait été dans une dynamique de se dire que, rappelez-vous, à ce moment-là, on avait des bons chiffres économiques, hein, on avait plutôt des bons chiffres économiques, et on avait, en fait, c'était le fameux, on courait derrière le fameux bad news is good news, puisqu'on se disait, ben, quand même, il nous faut des mauvais chiffres pour aller dans le sens de la Fed. Et là, en fait, voilà, il est en train de commencer à arriver dans l'esprit que le bad news, il peut devenir du véritable bad news, quoi. Mais du véritable bad news, pas du bad news en mode la semaine prochaine, ça ira mieux. Et donc, ça angoisse un petit peu le marché. Voilà. On voit quand même qu'on a une projection du GDP. Donc, GDP, c'est Gross Development Product, hein, c'est le PIB, hein, tout simplement. Ce que nous, en français, on appelle le produit de développement, hein, de l'économie. Et on voit quand même que le ralentissement, on passerait là, la fête d'Atlanta sur le T1 de 2025, elle avait une projection de 2,3 et le précédent, donc en 2024, elle projetait 2,3, et là, elle sort à 1,5, quoi. Moins 1,5. Vous imaginez si on atteint vraiment ce seuil, le cataclysme qu'il peut y avoir. Si je veux dire, si l'Amérique rentre en récession économique, moins 1,5, c'est récession économique. Hein. C'est-à-dire que nous, Français, on était heureux cette année de sortir 0. Donc, si on fait moins 1,5, le marché va vraiment prendre une claque, vraiment s'inquiéter. Voilà. Parce que le plus dur, c'est beaucoup plus dur de relancer la machine que de la freiner. Hein. Voilà. Donc, est-ce que c'est clair sur ces parties-là? Bon, je pense que oui, on n'a pas eu normalement trop de... C'est pas foufou.
Donc, il n'y a plus de résultats d'entreprise. Bon, au milieu de tout ça, forcément, vient se poser la question bon, de la partie ukrainienne. Là, comme je le vois en pub là au-dessus, sachez que forcément, l'enjeu ukrainien il est beaucoup plus européen que américain. Bien que ce qu'ils auraient aimé, c'était récupérer récupérer de l'énergie, enfin de la matière première et de l'argent en fait tout simplement, et que pour l'instant c'est pas forcément, ça n'a pas l'air que ça se passe comme ça. Il faut espérer que dans dans cette divergence de vision de la part des Européens et de l'Amérique. Excuse-moi, il y a un problème avec ton son. Ah. Ça fait moi, ça allait bien. J'entendais bien, moi. D'accord. Alors, mais je pense que c'est parce que je résonnais dans le son de quelqu'un, à mon avis. Donc, il faudrait pas juste que cette divergence d'opinion renforce le contre-pouvoir européen, en fait, la division entre l'Europe et l'Amérique. Donc, je m'entends, en gros, que on se dise, bah, OK, les Américains, de toute façon, potentiellement, parce que, attention, ça peut aller très vite en géopolitique, si les Européens deviennent européens, hein, égaux européens, c'est-à-dire très orientés sur l'Europe, ils peuvent dire, nous, ben, vous savez quoi, les États-Unis, on va les laisser un petit peu plus dans leur coin, on va vraiment s'axer sur nous, on va essayer alors bon, les élections allemandes ne sont pas sorties dans ce sens, puisque le parti qui a gagné ne devrait pas faire tourner la planche à billets. Ce n'était pas vraiment le programme, donc on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est pour vous montrer les impacts qu'il peut y avoir aussi sur le marché global. C'est que donc, le parti allemand qui a gagné, ce qui peut sauver l'Europe, c'est l'endettement de l'Allemagne. La seule pays qui est capable de s'endetter, c'est les Allemands, parce qu'ils ont un trésor de dette qui est énorme, c'est-à-dire qu'ils ont relancé leur économie, c'est eux qui portent l'Europe depuis des années, forcément, puisque quand la guerre s'est finie, ils n'avaient plus d'économie. On les a bridés pendant un certain temps. Nous, on a reconstruit, on est reparti, on a relancé la machine, mais eux étaient sous couvert de RFA, RDA, et donc séparation du bloc. Puis, quand l'URSS a explosé, on a réouvert tout ça, et donc forcément, ils avaient 30 ans de retard, quoi, quelque part. Donc, eux, en termes d'économie, ils ont 30 ans d'endettement de retard sur nous, pour faire simple. Donc, ceux qui ont de la dette sous le coude, c'est eux. Et là, on a une économie allemande qui est en récession, qui sont en récession, mais qui a quand même un PMI des services qui stagne vers 45, 46, et qui semble même, il était tombé à un moment donné à 44, et là, il semble un petit peu presque repartir, donc avoir un petit peu d'optimisme. Les élections qui ont été faites en Allemagne auraient pu donner vainqueur un parti qui avait comme projet de s'endetter et de relancer la machine allemande. Pour l'instant, le parti qui a gagné, normalement, n'a pas cette vocation-là, n'a pas cette idée-là. Donc ça, c'est un peu ce qui est, entre guillemets, pour les Européens, dommage, parce que ça nous aurait bien aidé d'avoir les Allemands qui acceptent de s'endetter. Mais comme ils vont devoir faire, comme nous, lors de la dissolution, des arrangements, est-ce qu'on ne va pas aller vers quand même une économie allemande qui s'endette un peu plus que ce qui était prévu, ça serait positif pour nous. Mais là où ça peut être dangereux pour notre trading, donc pour là on revient sur l'aspect trading du Nasdaq, c'est qu'il ne faudrait pas que si on rentre dans une Allemagne qui a une dynamique d'endettement, que l'Europe, de par le sujet divergent ukrainien entre le comportement des États-Unis et le comportement que doit avoir l'Europe,
on puisse avoir, si vous voulez, deux oppositions et les Européens qui disent de toute façon, les États-Unis ont décidé de ne pas aider, on les met de côté, plus que ce que l'on a, plus qu'avant, puisque de toute façon, pour l'instant, on ne les met pas du tout de côté. Et donc, on essaye un petit peu de faire quelque chose de très pro-européen et de voir si entre nous, on peut arriver à générer une économie et être rivalisé quelque part avec les États-Unis qui, eux, semblent être dans un ralentissement que nous, on a déjà traversé, mais avec nous, une possibilité d'endettement grâce à l'Allemagne que n'ont pas forcément les Américains, puisque, pour rappel, quand même, lors de son dernier passage, souvenez-vous, il y a 2 semaines, quand j'avais fait le dernier travail des cartes, rappelez-vous qu'on avait dit quand même que Powell, lorsqu'il avait parlé devant le Congrès, avait annoncé aussi que pour lui, ce qui avait ralenti l'économie, c'est que et pris à un moment donné qui empêchait aussi la Fed de continuer à baisser ses taux, c'est que l'économie américaine était trop endettée. Hein. Donc, il avait quand même aussi un petit peu renversé, on va dire, la question, sur les questions qu'on lui posait, en réincriminant un petit peu ce qui était en place, parce qu'il trouve qu'il y a trop d'endettement de la part de l'économie américaine. Et ça, on voit que justement, Trump a envie de prendre à bras le corps, puisqu'ils ont envie de licencier énormément de personnes pour faire des économies de budget assez colossales. Donc, du coup, ils n'ont pas trop de capacité d'endettement par rapport à ce que peut potentiellement avoir sous le coup de l'Europe. Donc, à voir un petit peu comment ça se balance. Voilà. Donc, au niveau graphique, bon, s'il y a des questions, c'est maintenant, profitez-en. Je jette un petit coup d'œil juste à ça. Alors, jeudi 6 mars, on va se marquer, il y a Broadcom qui poste ses résultats. Après clôture des marchés, ça sera ça commence à être une huitième entreprise, hein, Broadcom, un peu à la Nvidia, donc il faut se le marquer. Alors, jeudi 6 mars, résultat Broadcom en post-clôture. Bon, hop, tac, voilà. Ça, faut se le mettre. Et je me doutais qu'il y allait avoir quelques résultats d'intelligence artificielle. Broadcom, Codesco, non, ça c'est... Voilà, ok. Ouais. Bon, donc il n'y a pas d'autres questions, donc on va passer directement sur le graphe. Donc, bravo Mélina pour ce qu'elle vous avait analysé, hein, parce que quand même, il faut dire que les points qui étaient mis en avant étaient parfaits. On avait une vision avec un point haut sur le 750-800, et donc c'est exactement, je crois, ce qu'ils ont fait dans la semaine, il me semble, puisque c'est ça, ils ont touché le 812 là au plus haut de la semaine, vous voyez, avant de complètement repartir à la baisse. On avait identifié le 500, 21 500 en premier point. On pouvait faire 21 450 et 20 750 avant d'aller voir jusqu'au 20 500, c'est ce qu'elle vous avait marqué. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé, puisque 21 500, puis 21 000. Ici, par là, regardez, hop, on a eu le 750.
Mais le 750, c'était le troisième passage. Regardez ici, c'est ce que l'on avait dit, que c'était dangereux, bien que c'était le plus bas du mois précédent. Et donc, on est allé chercher les 500 avant de rebondir, revenir sur le 750, faire regardez ici, comme presque une petite forme de W, et de repartir sur le 21 000 grâce au PCE. Donc finalement, comme on se l'était dit, si on avait Nvidia et le PCE qui étaient en sens inverse, ils s'équilibreraient plus ou moins tous les deux. Et donc, on voit bien que oui, mercredi soir, on était avec les amis trumpistes qui nous font un peu des leurs, on était vers les 21 000 le mercredi, me semble. Tac, ici, vous voyez, 21 050. Hein, on avait eu 21 050 et là, suite au PCE, on a clôturé à 950, donc 100 points plus bas. On est dans la même zone. Voilà. Qu'est-ce qui peut se passer cette semaine? Bon, vous l'aurez compris, je ne pense pas que le PCE puisse permettre d'inverser la tendance sur le marché, parce que la tendance de fond, c'est l'inquiétude en fait. Hein, c'est l'inquiétude qui commence à arriver sur le marché. On est sur une pression baissière sur le marché. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre à tout va, c'est pas ça. Il n'y aura peut-être pas des gros dégueulis ou coulis comme on a pu avoir là, mais on peut avoir quand même une semaine où on arrive finalement à venir casser ce plus bas de 20 500 qui pour l'instant nous a servi de rebond. Et si on casse la zone 20 400, là, ici, elle est assez facilement identifiable. Si celle-ci, on arrivait à vraiment la casser, là, ce serait quand même un petit peu plus dangereux parce que pour moi, le seul seuil qui pourrait nous permettre de revenir, de se retenir, ce serait à la rigueur 20 150, mais surtout 20 000, quoi. Hein, surtout 20 000. Plus que 20 150 ou 250 en petite période pour souffler, mais avec un target sur le 20 000 assez clair. Et après, en suivant, il y aurait le 19 500 dont on parlait déjà la semaine dernière, si vraiment ça devait, si les deux éléments étaient sortis dans le même sens. Donc, moi, c'est simple, clairement, je vais vous dire, tant que le marché ne casse pas le 19 500, je ne suis pas encore sous une pression extrêmement vendeuse. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, pourquoi je vous dis ça? Ici, j'espère que ça va vous sembler un peu plus clair. Tiens, si je prends la règle. Voilà. Là. Et là. Vous voyez la taille des carrés là qu'on peut avoir, des règles qu'on peut avoir. Si on prend... Si on prend ces règles, ce qui peut être... vous voyez, hop, là on n'est même pas au plus bas. Là, on englobe, regardez, on englobe le mouvement déjà de la semaine dernière. D'accord? Donc, presque même, si on devait le prendre, on pourrait le prendre en point bas. Vous voyez, si on venait casser le plus bas d'à côté. Et là, regardez la taille, la différence de taille qu'il y a. Hein, ça, c'est dans les fameux order brackets. Vous savez, le volume là, que je vous montrais quand on a le volume sur le côté. Et ce qu'on peut appeler les fameux petits trous d'air, hein, qu'on peut verbaliser comme ça, de manière que ce soit intelligible pour tout le monde. Mais regardez, en fait, ce petit trou-là par rapport à ce gros trou-là. Voilà. Et donc, pour moi, tant qu'on est, si vous voulez, au-dessus, je vais considérer de la S3M, vous voyez, vers le 19 500, je considère qu'on est toujours à temps d'avoir un rebond. Vous voyez, d'avoir un mouvement comme ça, poum, et qui va rebondir, ou là, comme ici, là, pouf, très fortement.
une bonne surprise, un Trump qui finalement nous explique que il trouve un accord avec le Canada et le Mexique et qui repousse encore à nouveau quelque chose, qu'il a enfin signé le traité de paix, que Zelensky a signé le traité de paix, etc. Un événement, en tout cas, qui peut redonner au marché une hausse, d'accord, redonner du moral au marché et une vision pour le marché, ce qu'on n'a pas regardé tout à l'heure, c'est que le CME, ça va être pour certains la première fois que vous allez remarquer ça, c'est que le CME là pense donc forcément que le 19 mars, on n'aura pas de baisse de taux, mais regardez l'évolution que l'on va avoir. Donc on sait qu'on avait une année entière où on pensait potentiellement avoir 0 ou une baisse de taux. Et là, vous allez voir que sur l'année, vous voyez déjà en juin, il y a 60% du marché qui pense qu'on aura une baisse de taux en juin, et que si on avance, allez, si on va par exemple en décembre, on a déjà quand même 58% du marché qui pense qu'on aura eu 2 baisses de taux d'ici la fin de l'année. D'accord? Et le marché perd 2000 points. Ça va être la première fois, là, pour certains, quand on fait le travail des cartes, qu'on a ce genre de mouvement. C'est-à-dire qu'on a un marché qui price que la Fed va baisser ses taux, mais ce marché qui price que la Fed va baisser ses taux, il baisse de 2000 points. Donc là, c'est un peu surprenant, ou de 1500 points. C'est quand même assez surprenant. Pourquoi? Parce que la raison, une fois de plus, la raison qui fait la baisse n'est plus la même. La raison qui fait la baisse, c'est l'inquiétude. Et souvenez-vous, le marché, ce qu'il va détester, c'est l'inquiétude. C'est de ne pas savoir, de ne pas comprendre. D'accord? Tout ce qui peut être angoissant pour le marché est très, très, très grave pour lui. OK? Donc, là, clairement, on a une possibilité ici si on vient casser ici ce seuil, de gros gap. Et là, ce gros gap peut venir générer un gap baissier. D'accord? Peut venir générer un gap baissier. Donc, attends. Je sais pas. Ok. Donc voilà. Donc là, il faut faire quand même attention parce que si on vient casser cette zone, pour moi, on aura, un nouveau target et là, une vraie pression baissière qui peut s'installer et peut-être revenir éventuellement, mais même vers les 17 000 points. Hein. Là, vous voyez, en point bas, 17 000 points et rebondir, rester en fait finalement pendant des mois plutôt entre le 18 500 et le 17 000. Ce qui quand même ferait une belle vague baissière. Alors, on a le temps d'y rentrer et de s'y mettre dans cette tendance parce que vous voyez, là, ce gros vide, il est de 1385 points. Okay, il est de 7%. Alors que le petit vide qui nous soutient, il est lui que de 460 points. Donc, il ne faut pas se précipiter pour réinverser le seuil le prisme, on va dire, de lecture du marché. D'accord? Bon, nous, on est essentiellement à l'achat, mais peut-être qu'on pourrait passer sur une psychologie plus vendeuse qu'acheteuse si on arrivait à casser ces 500 points-là qui peuvent nous permettre de tenir. Voilà. OK? Donc, comme on n'a pas non plus une semaine de foufou, on ne va pas pouvoir viser du moins, hormis que le blondinet nous fasse des sommes, on n'a pas de raison d'aller chercher non plus les 18 500 points de ce gros vide. Mais attention, parce que si on a un tweet dévastateur, je pense que le marché, par exemple, price qu'on puisse avoir un changement de position de la part de Trump. Okay, sur les taxes. Si effectivement mardi les taxes s'appliquent et dans la journée elles ne sont pas révoquées,
oui, là, on peut venir chercher les 20 000 points en ligne droite très rapidement. OK. Bon, 20 000 points en ligne droite, ça nous fait perdre quoi 5%. Non, on est quoi là? Pas tout à fait à 21 000, ouais, 5%. OK. Donc 5%, c'est pas non plus fou. Donc on peut venir si mardi là, si d'ici mardi Trump est pas revenu, je pense que le marché, voilà, price quand même qu'il a tendance à trouver des compromis, à discuter. OK, il met la pression et après finalement on trouve un compromis. Si on a un Nasdaq qui doit faire face à 20% de taxes sur les produits chinois, bon courage pour la vente du prochain iPhone. Hein. Enfin, je sais pas comment ils vont faire. Hein. Bon courage pour la vente pour les ventes de Microsoft. Bon courage pour tout le monde, même pour Elon Musk. Hein. Ces voitures, elles ne sont pas fabriquées aux États-Unis. Hein. Donc, à un moment donné, peut-être qu'il va falloir qu'il prenne le bigophone et qu'il appelle son copain pour lui dire: attends, par contre, 20% sur les produits chinois, je ne sais pas si tu es au courant, mais mes voitures, moi, elles arrivent de Chine. Hein. Donc, voilà. Là, imaginez toutes les entreprises phares des GAFAM seraient sanctionnées, en fait. Hein. Et sachant qu'elles ne peuvent pas se permettre de répercuter ça sur le consommateur américain. OK. Donc, si effectivement, je pense que mardi, on n'a pas de changement de position de la part de Trump, on devrait être à 20 000 points. Et si derrière, on n'a pas de grosses statistiques, hein, on va avoir le PMI Service mercredi. Si mercredi, le PMI Service ressort à nouveau contracté, mais de la même manière que celle qu'il a été la dernière fois, hein, donc c'est-à-dire pas une petite contraction, mais vraiment une grosse contraction qui fait inquiéter le marché, en fait. Je sais pas si j'espère que vous cernez le truc. Moi, je suis pas du tout quelqu'un de pessimiste dans mes analyses et dans que ce soit graphique ou que ce soit économique. Mais ce qui inquiète, on va dire, le marché, ce qui lui fait se questionner le marché, c'est de se dire: attention, le changement, il est trop brutal. On passe de 220 000 inscriptions d'emploi à 240 000 d'un seul coup, 245 000. On passe d'un PMI des services qui est à 55, 56, des fois même 59, à d'un seul coup moins de 50. On n'a pas eu une contraction pour être à 52 ou 54, quoi. Donc, on n'est pas dans l'écart est trop brutal. Et cet écart-là qu'on peut analyser dans le VIX, notamment l'indice de surprise économique des statistiques publiées, fait se poser quelques questions. Voilà. Donc, c'est pour ça que là, par exemple, ce serait bon qu'on ait un PMI service qui ressorte contracté, d'accord, qui ressorte peut-être plus bas qu'attendu. Tiens, on va regarder ce qui est attendu parce que je ne me rappelle pas forcément. Hop. OK. PMI des services, voilà. PMI des services, vous voyez, qui ressort contracté, donc de 52,9 passer à 49,7. Voilà, ce qui serait bien, c'est qu'on soit, voilà, 49,7. À la rigueur, même ce qui serait bien, c'est qu'on sorte à 50 pile. Vous voyez, ça serait top, qu'on soit plutôt très proche des 50 ou sur les 50. Voilà, pour montrer une certaine forme de contraction, mais pas d'angoisse, en fait. Voilà. Et si on est sur un réel ralentissement et qu'on sort à 48 ou à 49, là, attention, là, ça peut être assez rapidement et c'est là où, du coup, on peut aller chercher ce trou d'air là, dont on parle, ce gros gap, parce que là, le marché va commencer à se poser des réelles questions, de se dire, attention,
on est sûr, regardez, si on fait ça, on est sûr que le 19 mars, on n'aura pas de baisse de taux. 93% du marché qui le pense. Mais on a tout le cocktail qui nous montre que c'est chaud. Et on a Tonton, là, qui, lui, sur la seule bonne nouvelle qui tient le marché un petit peu là sur les points hauts, l'inflation, qui joue avec l'inflation, en fait. C'est ça qu'il est en train de faire. Il est en train de jouer avec l'inflation. Il est en train de faire une guerre économique au moment où la seule chose qui est positive pour le marché, c'est l'inflation. Voilà, donc, écoutez, si c'est OK pour vous, je vais le marquer un petit peu. Donc, on va mettre donc lundi, parce que là, je ne vous ai pas vraiment donné des zones, donc je vais vous les donner. Hop, merde. Donc, lundi, moi, je pense qu'on peut aller toucher les 21 000, 21 000 dès le lundi, et revenir sur le fameux 750 que l'on avait vu. Que l'on avait vu, voire 700, là, vous voyez, plutôt l'intérieur ici du haut de ça, là. Hop, là, on voit bien, hop, 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 hop. Et donc, si on revenait sur cet intérieur-là, vous voyez, ce ne serait pas hyper déconnant. Et en plus, regardez, c'est magnifique, parce que, comme de par hasard, j'ai envie de vous dire, c'est le plus haut du mois précédent. D'accord ? C'est le plus haut du mois précédent, donc du mois précédent, sous-entendu, du mois de février. Donc, du mois de janvier, pardon. Donc, du mois de janvier. Mais non, c'est pas possible. Le plus bas, pardon. Oui. Pardon, excusez-moi. Parce que là, je me disais, mais c'est pas possible. Donc, oui, c'est le plus bas du mois précédent. OK ? Donc, sous-entendu, le plus bas du mois de janvier, effectivement. OK ? Donc, si on revient sur le plus bas du mois de janvier, c'est pas mal. Donc 700, 20 700. Moi, je pense qu'on peut être entre toucher 21 000, revenir sur 21 700, prendre appui et revenir pareillement plutôt vers les 800, là, 850, être là en zone un petit peu de stand-by. Le fameux, vous vous souvenez, je vous ai dit, s'il casse les 750, il va aller tout droit, direction 21 000. Dès qu'il les a franchis, on l'a vu, il avait beaucoup de force. Donc, il peut revenir stagner un petit peu autour de cette zone une fois qu'il aura rebondi sur les 700. Donc, on peut mettre lundi, point haut 21K et 20 700 en défense. Alors, c'est 20 694 en plus. Donc là, ce sera un très bon trade, je pense, pile dans la méthode en plus. D'accord ? On va mettre plus bas janvier, puisque là, ça va tourner. Donc, dès demain, ce ne sera plus le même, le plus bas. Donc, je ne l'aurai plus, donc je me l'écris. Et pour lundi, en défense, pour ranger entre 20 750 et 20 800, on va dire. OK. Mardi, donc du coup, on aurait mardi, alors mise en place des droits de douane mardi. S'il n'est pas revenu sur ses propos, on reteste le plus bas, 20 500. Malheureusement. Et 20 500, avec un potentiel, comme on l'a vu ici, de venir plutôt chercher, vous voyez, le 400 par exemple, là, où on voit que c'est le point bas d'ici, vous voyez, 380 là par exemple, et du coup ranger entre 500 en point haut, donc du coup le point bas deviendrait le point haut, et 380 quoi. 500 pour premier passage. 20 380, 20 500 devient le point haut. Voilà. Donc, si par contre, s'il revient, changement de position, on va mettre changement de position sur les droits de douane. Là, par contre, 21 000,
redevient le point bas, hein, le point support. D'accord? Donc ça semble logique. Là, la mèche, le haut de la mèche va redevenir le point, même cette ligne rouge en fait, hein, on va venir la casser, pam, et là, on va plutôt venir entre 21, donc 250 et 21 000 que forcément que voir par en bas, pardon. Ok, avec le potentiel forcément derrière, mercredi, donc si PMI service bon plus droit de douane bon, donc bon sous-entendu changement de position, eh bien là, qu'est-ce qui va se passer? Souvenez-vous, Mélina vous l'a donné, le 21 450 qui avait servi. Donc là, on va l'avoir en sens inverse, on va devoir le casser et une fois qu'on l'a cassé, le garder en point bas. D'accord? Donc là, clairement, ça veut dire que on a eu, imaginons, mardi, des droits de douane où il revient sur ses propos. Clac, on va remonter au-dessus de ce trait rouge-là. OK? On va remonter au-dessus de ce trait rouge. On va, pardon, je suis allé un peu haut là directement. Mais en gros, lundi, on fait un point bas comme ça. Tac, on revient ici et on attend. Mardi, il change les droits de douane. Hop, on va repasser au-dessus de ce point rouge. OK? On va peut-être monter un petit peu et hop, on reviendra dessus. On va tergiverser comme ça. Mercredi, le PMI, il sort dans le bon sens. Ben, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? On va aller chercher ça. Hein. Ça semble logique. OK? Donc, mercredi, si le PMI sort dans le bon sens, on va venir tester en point haut cette zone. Et donc, ici, mercredi, on rebondirait ici pour casser la zone, aller peut-être toucher le 21 500 et revenir sur 21 300. D'accord? Donc, mercredi, si PMI service bon plus droit de douane bon, touchette 21 500 pour range autour de 21 300. Voilà. Et si PMI mauvais et droit de douane mauvais, alors là, cassure possible de, donc on a dit cassure possible des 20 000 points, donc direction 20 000 points. Donc, on casserait les 20 500 pour aller chercher les 20 000. On pourrait faire 20 250 et après 20 000 et revenir vers les 250 en range. OK. Tac, tac, tac. Et après, bon, bien sûr, je vous le passe, mais ça me semble cohérent et logique. Bon, si vous voulez, je peux vous le marquer, mais ça me semble logique aussi que, de toute façon, si les droits de douane s'appliquent, par exemple, et que le PMI, donc on va descendre, on va casser les 20 500, on pourrait venir sur les 250, mais que derrière le PMI est bon, on pourrait retoucher en point haut le 20 500. OK? Et là, on rangerait comme ça entre le. Vous voyez, s'ils s'opposent quelque part, comme pour Nvidia en fait. OK? On l'a vu avec Nvidia ici. Nvidia, hop, mercredi, Nvidia, on descend. OK? On vient en point bas sur les 21 000 et du coup, ces 21 000 nous font point haut sur le bon chiffre de l'inflation. Hein, c'est ce qu'on avait dit. Ben là, ça va être pareil. On va avoir le même schéma. OK? Parce que là, regardez, ici, on le voit encore mieux, hein, parce que Nvidia, c'était, là, moi, je vous prends la journée, mais Nvidia, c'était passé 22 heures. Donc, on était là. On avait ici le seuil Nvidia, puisque là, je suis en 1 heure. Bon, là, c'était le lendemain matin. Tac, tac, tac. On était là à minuit. Ouais, non, c'est ça. Donc, on était là à minuit. Et là, on voit bien qu'il a tenté de venir le chercher en fin de séance. Bon, il lui manquait un petit peu de temps pour revenir dessus. OK. Et puis, et d'appétit, hein, parce qu'à un moment donné, la version au risque aussi. Hein.
Donc voilà. Donc du coup, ça me semble quand même assez logique. Je ne vais pas vous le marquer, sinon ça fait un gros pavé. Jeudi, de toute façon, donc le chômage ne nous fera pas prendre un vrai sens parce que il n'y a pas de raison d'avoir une très grosse surprise. Et vendredi, même combat, puisque ça va être plutôt deux petites journées, finalement, par rapport à ce que l'on aura eu mercredi, avec en plus le beige book en clôture. Voilà. Donc, jeudi et vendredi, on devrait soit ranger, d'accord, soit aller dans le sens. Donc, soit on va ranger vraiment, ok, et donc, imaginons, on se met à ranger le jeudi, vendredi, on peut rester autour des 21 300, d'accord. Soit on va le sentir, soit ils vont avoir de l'appétence parce que il y aura eu des nouvelles que je ne peux pas prédire, des nouvelles sur l'Ukraine, des nouvelles sur la Chine et peut-être pas les 20% qui étaient attendus, etc. Et donc, voilà, soit ils vont se dire, OK, c'est bon, ils vont ressouffler et là, ils vont repartir dans la dynamique et là, on va pouvoir suivre boum, 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 d'accord, en gardant peut-être donc 21 500, bim, validé, on casse, on monte au-dessus, on revient prendre appui, bam, on retourne à l'attaque du 21 700. Bon, ça, vous connaissez tout maintenant à force. Soit ils vont continuer de ranger. Et là, pareil, soit on va se mettre à ranger autour du 20 000 si on est dans une dynamique baissière, soit on cassera cette zone. Et là, ça peut être très, très rapide si en plus ça se cumule à quelques mauvaises news. Mais il n'y aura pas d'inversion. D'accord, ça, c'est sûr. Ils ne vont pas se mettre à baisser, venir par exemple au 20 000, accumuler sur le 20 000 et jeudi, vendredi, d'un seul coup, parce qu'il y aurait eu une bonne stat du chômage, s'inverser. Non, ça, franchement, j'y crois pas du tout. Voilà. Donc, hop, je regarde s'il y a des questions sur le chat. Il n'y en a pas. Dites-moi. Voilà. Sinon, c'est fini. Je ne sais pas si vous avez tout noté, si vous êtes bon. Ouais, c'est OK. Michel, alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il Super, merci. je ne savais pas si tu ne savais pas que tu t'étais mute. Donc, oui, c'est pour le chien. Ouais, après, tu oublies. Voilà. Super. Nickel. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Allez. Ben voilà. Donc, hop, ça, on va le garder comme ça. Tac, tac. Voilà. Ben, du coup, merci à tous. Ouais, super. Bon, merci à toi.